Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier ou éviter un spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube en description. Voilà, c'est dit, c'est fait. Pensez à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir et alors, je parle vite fait de stats. On est dans une courbe ascendante, ça fait du bien, je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, ça monte plus que d'habitude, donc j'espère que ça va continuer. Il y a aussi un lien en description vers tous mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter et Discord. Et voilà, on va commencer maintenant. Alors, je le dis tout de suite, la vidéo va être surtout centrée sur deux éditeurs qui ont sorti beaucoup de choses la semaine dernière. Et on va commencer par un éditeur qui a sorti qu'un seul manga que j'ai acheté, Delcourt Tonkam, qui a sorti le tome 24 de Jojo Lion. Donc, il reste 3 tomes si je dis pas de bêtises. Alors, sachant que le tome 25 sera une édition collector comme le 23, mais autant le 23, le prix était quand même excessif, quand même 13 €, mais il y avait des trucs vraiment stylés, les intertomes. Autant là, le tome 25, il va être au même prix pour des marque-pages. Ne le prenez pas. Clairement, moi je le prendrai pas. Parce que même si je suis fan de Jojo, là j'ai pas envie de payer double du prix pour des marque-pages. Clairement là on nous prend pour des cons. Donc c'est juste un petit coup de gueule. Donc ce tome 24, donc on est toujours dans, pour moi, ce qui va être l'arc final, parce que il est très long. On est déjà à 12 ou 13 chapitres sur l'arc Wonder of You, donc Ton amour miraculeux, partie 15. C'est énorme, sachant qu'il reste plus que 3 tomes. Donc soit après on a un nouvel adversaire, mais là clairement on est dans, pour moi clairement, l'arc final. Très plaisant, surtout que là la famille Eshikata commence à éclater parce qu'il y a Jobin qui se rebelle, etc. Je pense que je vais me relire à nouveau tout Jojo Lion. Je l'avais relu il y a 2 ans. Et franchement, j'avais kiffé parce que j'avais tout en tête. Et là, vraiment, c'est comme je le dis à chaque fois, il faut être dans le délire de Jojo pour bien apprécier le délire, toute l'histoire. Et le fait que y a un tome tous les 3-4 mois, moi, à chaque fois, j'oublie un petit peu ce qui s'est passé, surtout entre chaque tome, on va dire, espacé. Autant les 15 premiers tomes, c'est assez clair, autant après, c'est un peu plus flou parce que y a un tome tous les 3-4 mois. Je me répète, hein, mais en tout cas, Jojo, je me relirai tout, mais c'est vraiment une partie de ouf. Et en plus, avec ce tome-là, on arrive sur la partie la plus longue publiée en France. On le savait, hein, cette partie fait 27 tomes, mais ça y est, ça a dépassé SBR. Enfin, ça va bientôt dépasser SBR avec le prochain tome, qui sortira un petit peu en décalé en plus, parce qu'il y a eu des soucis de fabrication, sûrement pour les marque-pages. Ils sont nuls à chier. Même si je ne les ai pas vus, mais bon, 14 € pour, 13 € 95 ou 14 € pour des marque-pages, c'est un petit peu cher quand même, hein. On passe maintenant à Mangetsu qui a sorti 4-5 séries. Bon, il y en a une que j'ai pas lue, j'en parlerai un petit peu après. Donc on commence par Shigehime qui m'avait envoyé en kit presse. Je vais arrêter de les commander en kit presse, je vais acheter la série maintenant. Alors, je vais juste parler de ça. Oui, Mangetsu m'envoie des mangas, souvent des tomes 1. Moi, je demande les tomes 1 pour me faire un avis sur la série et ensuite acheter. Donc, Shigehime m'a envoyé le tome 2. Mais après, le tome 3, 4, 5, je vais les acheter. Parce que c'est vraiment très très bien. Shigehime, je pense pas le prendre au début. C'est des titres que j'ai dit, ouais, ça a pas l'air bien. Et le tome 1, j'ai surkiffé. Le tome 2, on commence à rentrer dans un gros bail où je me dis, purée, il n'y a que 5 tomes, mais ça va dépoter dans les prochains tomes parce que on nous dit donc Miwako, donc, qui a transformé le héros en vampire, c'est comment, c'est censé être son avatar, son familier, le mot est là. Et en fait, il dit, ouais, j'ai 3 sœurs. Et je me dis, oh là, ça va sentir la guerre des clans entre les 3 sœurs pour qu'il n'y en ait plus qu'une dernière en mode Highlander. Donc là, je suis très curieux, surtout qu'en plus, il y a le délire avec la copine du héros qui, plus ou moins, c'est chelou avec les vampires. Ouais, ça part en vrille. Vivement la suite. Clairement, c'est un titre que je vais me relire quand j'aurai les 5 tomes parce que c'est vraiment super bien, une très bonne pioche. Et moi qui suis pas le plus grand adepte du genre horrifique, c'est vraiment un très bon titre, hein. Clairement, si vous aimez le genre horreur, les vampires, etc., Shigehime, du très très bon. Sachant qu'en plus, alors petit spoiler, le prochain Mangaverse, c'est un manga sur des vampires, un mec avec une tenue rouge qui a un nom inversé Dracula. Je n'en dis pas plus, mais voilà, normalement, donc début mai, ça sort. Ensuite, on a All Free tome 1 et 2. Alors, je pensais faire un manga chaud dessus, et j'ai pas aimé. Voilà, ils m'ont aussi, c'est envoyé en kit presse, hein, ça. Et j'ai pas aimé plus que ça.
Je suis pas ultra fan du style d'auteur. Alors, il y a des choix que je comprends, par exemple, j'ai du mal avec le design du personnage principal, donc l'héroïne, qui a vraiment une tête très, ronde, enfin, fait pas très féminine. Alors, c'est logique avec le personnage, sa discipline, mais heu, il y a d'autres choses, enfin, c'est tout le design, en fait, des personnages. C'est même pas que elle, en fait, c'est elle, je l'ai remarqué tout de suite et après quand je me suis rendu compte que tout le monde avait cette tête un peu ronde, j'ai du mal avec le trait de l'auteur. Je suis pas rentré plus que ça dans l'histoire, où, oui, j'ai 16 ans, j'ai fait, 45 kilogrammes et je veux niquer la gueule à des judokas qui font 100 kilogrammes. Heu, ouais, bah, j'ai lu Yawara, quoi. Inomaru Shimo, c'est un peu pareil. Donc, je suis pas en train de dire, parce que c'est pas original, c'est pas bien, mais ça m'a moins parlé et je trouve qu'en fait, il y a des sujets qui sont abordés que j'ai déjà vus et mieux traités, en fait, dans d'autres mangas. Alors heureusement, c'est qu'une série en 2 tomes, mais voilà, je voulais consacrer un manga à chaud au début et bah, je les ai lus, j'ai fait: «Bah, en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo où je vais juste être médisant, pas aimer, dire c'est nul», même si c'est pas nul, c'est juste que ça me plaît pas. Donc je préfère juste consacrer mes lectures dessus. Shilolan tome 7, c'est toujours aussi bien, moi je kiffe avec Chimpachi qui est en couverture, donc le petit monsieur vieux qu'on voit quand on est dans le présent. Donc on est toujours avec le Miburoshi Gumi, donc l'ancêtre du Shinsen Gumi, et là on sent un petit peu les tensions entre comme ces deux groupes qui se sont fusionnés pour créer un nouveau groupe, il y a quand même des tensions entre les commandants, etc. Et on voit encore bah, les petits complots, il y en a un qui va assassiner le pote de bidule, l'autre il va se venger, et on dit ouais mais on n'a pas le droit de faire ça, t'as fait ça en public, t'aurais dû faire ça peut-être un peu discrètement, et donc va falloir que tu fasses beaucoup, etc. Et c'est vraiment des petites guerres d'influence, c'est super bien, c'est super intéressant parce que moi, de ce que je connais du Shinsengumi, c'est soit on les voit en mode décrépit, ou c'est après le Shinsengumi. Les quelques fois où je les ai vus, bah, le Shinsengumi était déjà là, mais là en fait on voit le Shinsengumi avant le Shinsengumi, donc on voit un petit peu les tensions, comment ça s'est formé, etc., le règlement, comment il est venu au monde, parce que là on nous parle aussi du règlement du Shinsengumi, c'est super intéressant, franchement c'est toujours un très grand kiff de lire Shirolan. On finit avec Mangetsu avec le 8e tome de Aohashi. Alors l'anime est sorti sur Crunchyroll, j'ai vu l'épisode 1, il est super bien. Je regarde ça avec mon frère qui, lui, surkiffe, hein, il a pas encore lu le manga et il a dit « Oh c'est trop bien, je vais regarder ça avec toi maintenant ». Donc on se regarde ça le samedi soir, alors qu'il sort à 14 h, un truc comme ça. Donc j'attends un petit peu à chaque fois l'épisode et je vois tout le monde qui est en train de s'enjailler et moi je me dis « Oh fais chier !» Donc dans ce tome de Aohashi, Ashito est un petit peu sur le banc, il est quasiment même pas sur le banc de touche, il est même pas dans la feuille de sélection des joueurs. Et donc l'équipe des Espérions perd plusieurs matchs dans un petit tournoi. Alors je crois que c'est un petit peu genre la Ligue B, un truc comme ça, enfin la Ligue 2, etc. Donc c'est vraiment un peu une mauvaise équipe. Ils ont peur de se faire reléguer. Ou c'est peut-être pas la Ligue 2, c'est l'équipe B qui participe et ils ont peur de se faire reléguer parce que bah ils enchaînent des matchs un petit peu difficiles. Et donc là dans ce tome-là, on a le premier match en équipe B de Ashito qui montre son potentiel en tant que ailier droit ou ailier gauche, je sais plus, enfin arrière ailier gauche, et j'aime bien la montée en puissance du personnage. Il y a des petites choses qui sont dites. En fait, c'est con, mais j'ai beau ne rien comprendre au foot, quand il y a des choses qui fonctionnent en termes de narration, en termes de oh là là, il va faire cette action, ça y est, tout a été prévu depuis le début, ça fait des frissons parce que je comprends le côté shonen action, etc. Mais sans comprendre le côté foot, genre où il dit ouais, il a fait cette action-là, moi genre. Par contre, le côté ouais, il s'est révélé, il a montré son potentiel, je comprends et je surkiffe. Donc Aohashi, vraiment toujours aussi bien. Et là, j'ai hâte de lire le tome 9 parce que là, il va y avoir un match du Kokoro. Là, ça va être entre Ashito et sa bande contre des mecs qui se sont fait recaler pendant l'examen. Ouh, ça va être violent. On reste dans le foot avec le tome 7 de Blue Lock. Alors on avait terminé le tome précédent avec le héros et donc le mec un petit peu blasé qui avait perdu un match, qui avait perdu un compagnon. Et donc ils vont faire un nouveau match cette fois à 2 contre 2. Et il y a le gros baraquet qui est sur la couverture. Donc il l'affronte. Bon, sans surprise, il gagne, il le récupère parce que ça aurait été bizarre de le mettre en couverture et qu'après le mec il soit recalé. Et j'aime bien le passage qui est tout en muscle, tout carré. Et il me fait un petit peu penser à ce que je connais de Ronaldo dans le sens où le mec, il faut que le lit soit propre, il faut que le lit soit carré, il faut qu'on soit bien habillé, il faut qu'on mange équilibré, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et de ce que j'ai compris de Ronaldo, c'est quelqu'un qui est très carré dans sa façon de faire le foot, enfin de s'entraîner. C'est genre, il va pas dormir, il va pas se coucher à 4 h du matin après avoir fumé une chicha, avoir picolé 4 vodkas, avoir fait la soirée, il va se coucher à l'heure fixe, il va dormir de telle heure à telle heure, il bouffe que du blanc de poulet, le mec il est foot, et ce personnage-là il est un petit peu comme ça, il y a vraiment toute une manière de penser pour le foot.
Et donc là, le prochain match, ça va être un match qui va être très dur, parce qu'en fait, alors, mis à part Léon, là, qui était le pote du mec blasé, le gros costaud et celui qui est un peu filmé, je les aime bien et j'ai pas envie de les voir disparaître. Donc ça va être un petit peu tendu de se dire qui ils vont choisir. Alors, je préfère celui qui est un peu filmé, qui est un peu plus sympathique que le gros musclé qui gueule, qui ferait un peu redondant avec ce personnage-là. Mais là, j'avoue que le prochain tome, le choix va être dur. Là, j'avoue qu'il va sûrement y avoir des larmes. Là, c'est sûr que ça va y avoir des... Et en parlant de larmes, le pote de celui-ci, quand il se fait éliminer, mais c'est tragique parce qu'il a un grand sourire, il dit bon, c'est pas grave. Flashback sur sa famille qui est pauvre. Et je lui dis, mais c'est pas sympa d'avoir fait ça, c'est triste, c'est méchant. Mais ouais, Blue Lock, c'est vraiment très très bien. On parle maintenant de GTO Paradise Lost, tome 15. Donc on finit le petite histoire avec les idoles qui bouffaient, qui se faisaient appeler les goulas, donc la gourmandise en latin, qui ont failli se faire violer, gangbanger par 4-5 mecs, avec Onizuka qui intervient à la fin. On revient après sur Onizuka qui doit participer à un tournoi de prisonniers, et c'est des bonnes scènes d'action qui rappellent un peu Onizuka, même si, ok, il est très fort, mais bon, des fois, tu te dis, bon, faut se calmer un petit peu sur Onizuka, bon, même si l'auteur aime bien créer une légende autour de lui. Et après, nouvel arc, où, alors, d'abord, on a une histoire en 3 tomes qui vient faire écho avec le confinement, le Covid, etc., où le Covid devient une épidémie de zombies que rêve le sous-directeur Ushi Yamada. C'était marrant, voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je sais pas où est-ce qu'il veut aller, Toru Fujisawa, avec GTO, cet arc de GTO, parce que j'ai l'impression que ça dure une éternité, et c'est vraiment son spin-off le plus long, et je sais pas ce qu'il veut en faire, en fait. Et on finit Pika avec le 14e et dernier tome de The Quintessential Quintuplet. Donc la fin, même si donc le tome 13 amorçait déjà ça, donc savoir qui était la mariée, donc on sait qui c'est la mariée. Donc là, le tome là, c'est plus maintenant que je t'ai choisi, choisis-moi aussi, parce que là, on va dire, celle qu'il a choisie se refuse un petit peu à lui pendant un petit moment, donc tu te dis, bah, c'est un peu bizarre. Et donc une fois qu'ils se sont embrassés, qu'il dit je t'aime, etc., voilà, c'est juste la fin inexorable. Alors, je pense que c'est vrai que certains disaient qu'il aurait pu avancer un peu plus loin dans certaines relations avec des personnages, c'est vrai, on aurait pu avoir quelques tomes en plus. Moi, je pense, après, dans mon humble avis, que ça aurait été plus intéressant que le personnage de la mariée reste un mystère, et que ce soit plus laquelle vous préférez, un petit peu comme si c'était, vous savez, dans les jeux de séduction japonais, là, où tu peux avoir 50 000 copines, et à la fin, tu dois en choisir une, et là, c'est un peu pareil, sauf que tu ne sais pas laquelle il a choisi, et c'est un peu à nous de nous dire avec laquelle on aimerait être, à travers Futaro. Alors, ça fait un petit peu vieux dégueulasse, etc., mais j'espère que vous avez compris l'idée. En tout cas, ouais, c'est super bien. Alors, il y a une réédition en couleur. Je vois pas trop l'intérêt qu'on a l'intégrale en noir et blanc. Si on l'a pas, ça peut être intéressant de découvrir la série en couleur. Moi, je pense pas que je vais la prendre. J'ai vu qu'aussi Pika a sorti une nouvelle série qui s'appelle The Couple of Cuckoos, donc qui est une nouvelle série rom-com, etc. Il y a l'animé qui va sortir dans pas longtemps, donc je vais d'abord me faire l'animé pour me faire une idée, et peut-être que je commencerai cette série, qui a l'air bien sympathique aussi, en termes de rom-com, ce qui ferait peut-être un bon remplaçant en termes de comédie romantique chez Pika. Voilà, en tout cas, adieu les 5 sœurs. Maintenant, on va quitter le monde des mangas et on va parler un peu de comics et de BD. Et tout d'abord, le comics Sandman, le 5e tome sur 7 de la collection intégrale complète. Et je pense que c'est l'album que j'ai le moins aimé. J'ai pas aimé. Alors, il y a des bonnes histoires. J'aime bien le passage, le premier chapitre sur le Ramadan que j'ai lu pendant le Ramadan qui venait de commencer. Après, il y a une longue histoire en 6 chapitres, donc il y a une histoire qui est censée être une histoire, pas canon, mais pas un standalone, une histoire qui suit, feuilletonnante, où il y a des gens qui se retrouvent dans une auberge, qui racontent leur vie, des histoires un petit peu bizarres. Il y a toujours un petit peu Sandman qui est pas loin. Et je m'attendais à un truc, et en fait, j'ai l'impression que c'est une non-histoire, en fait. C'est qu'ils racontent des histoires, mais j'ai l'impression que ça serait une histoire où il y aurait à la fin un putain de plot twist. Et au final, il n'y a pas eu ce plot twist, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir enchaîné 6 petites histoires qui n'avaient, mis à part l'auberge, n'avaient aucun lien les uns avec les autres, et c'est un petit peu dommage. Et ensuite, j'ai beaucoup plus aimé le chapitre japonisant, donc avec le conte japonais, avec un moine bouddhiste et un renard, etc., une renarde, qui était vraiment super bien. Mais voilà, en fait, c'est plus, j'étais déçu par l'histoire que je pensais être une histoire importante dans Sandman, parce que souvent, les histoires qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des histoires avec Sandman, c'est hyper important pour le lore, etc. Et là, c'était juste des petites histoires indépendantes. Là, j'ai l'impression en fait, que c'est un tome un peu, un tome hors série,
tu ne le lis pas, il n'aura peut-être pas d'importance pour la suite, alors peut-être que je me trompe et que dans le tome 6, il va faire écho à ce tome-là, mais là, j'ai l'impression, là où j'en suis de Sandman, que c'est un tome qui ne sert pas à grand-chose, et c'est un petit peu gênant. Maintenant, on va parler de bande dessinée, et tout d'abord, on a Dérive de Alexis Bacci, donc qui est un one-shot, ou peut-être un tome 1, mais en tout cas, pour moi, c'est un one-shot, il n'y a pas de numérotation. Donc c'est un auteur que je connais bien, parce que j'avais lu son Captain Death, dont je sais plus chez quel éditeur. Avant ça, il avait fait Last Man Story, qui était très bien. J'ai quand même préféré Captain Death. Et j'avais la BD dans le collimateur, je voulais me la prendre. Il était à Angoulême, je voulais me faire dédicacer, et prendre le tome et le dédicacer, mais j'ai pas croisé l'auteur, donc j'ai pas pu le faire. Et en fait, je pensais que c'était une BD sur la mythologie grecque, à cause de la pieuvre, et que j'avais vu des images de personnages gréco-romains sur son Insta. Et en fait, c'est quelque chose de très japonisant. Et donc, finalement, je ne l'ai pas pris à Angoulême, la BD. Je l'ai pris chez mon libraire, Apple BD à Saint-Michel, parce qu'il y avait une dédicace. Et en prenant ça, j'ai eu le droit à un petit one-shot Tengu Diaries, et j'ai aussi pris un petit fascicule sur l'héros Guro, qui est le numéro 4. Alors, j'ai pas pris les 3 premiers, c'était un peu plus cher. Donc, je vous montre pas tout parce qu'en dessous, c'est vraiment hardcore. Et donc, à chaque fois, c'est dédicacé. Hein. Par exemple, le Tengu Diaries, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, il ne va pas s'ouvrir. J'ai une petite dédicace avec mon nom, voilà, qui est super sympa. Et le Dérive, c'est pareil, j'ai une petite dédicace, si j'arrive à l'ouvrir. Alors ça se voit peut-être un peu moins bien parce qu'en fait c'est noir sur rouge, avec la lumière ça se voit peut-être pas très bien. Et donc en fait j'avais la BD dans le collimateur plutôt, et quand j'ai vu la conférence sur les mangas d'horreur, en fait Alexis Bacci disait que c'était une grosse inspiration Hiroguro, donc Suihiro Maruo, Osamu Furuya, des auteurs que j'aime beaucoup. Et donc je me dis il faut que je prenne ça. Comme j'ai pas croisé l'auteur, j'ai attendu. En plus, j'étais au courant qu'il venait chez mon libraire à Saint-Michel. Et donc, je l'ai pris. Et c'est vraiment une très bonne BD. Donc, c'est 200 pages en couleur. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui va dans un petit patelin japonais, où il y a une pratique un petit peu locale qui existe encore, où les femmes en kimono, quasiment à poil, font des plongeons pour y ramener des trésors, des perles, etc. Et après, on nous raconte des petits délires. Il y a des petites scènes un petit peu Peggy 18, mais quand il parlait d'une inspiration Hiroguro, je pensais vraiment que ça serait une BD 100%, enfin, où il y aurait vraiment des scènes hardcore, on enchaînerait scènes hardcore sur scènes hardcore. Finalement, il y a 2-3 scènes un petit peu osées et olé olé, sinon le reste, ça va. Et non, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est vraiment une très bonne BD. En plus, on enchaîne. Alors, en fait, c'est tout un délire où le personnage, comme j'ai dit, va dans un patelin pour un interview, un reportage. Et en fait, on va nous raconter des anecdotes. Et il y a toute une tension qui se crée avec l'anecdote parce qu'on nous parle d'une malédiction, on nous parle que des gens qui se sont fait tuer, il y a eu des yakuza, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et j'avoue que les dernières pages, tu fais waouh, parce que après tu remets tous les trucs dans le contexte, tu te fais oh putain, qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir. Et bon, c'est un petit peu dommage, c'est que bah la couverture divulgage un petit peu, donc spoil un petit peu la révélation parce que bah on te parle d'une créature qui a fait ci, qui a fait ça. Tu vois une pieuvre, tu te doutes que la créature c'est une pieuvre. Donc spoiler, la créature est une pieuvre, voilà. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors en plus, ceux qui sont sur Paris en ce moment, il y a un petit, pas comment dire, une exposition autour du travail de l'auteur. Il faut que j'aille la voir, un de ces 4, avant que ça disparaisse, parce que sinon je vais être un petit peu dégoûté. Maintenant, on parle du Chat du Rabbin avec le 5e tome Jérusalem d'Afrique. Là, c'est un tome qui a été adapté dans le film d'animation Le Chat du Rabbin, pour ceux qui l'ont vu. Où en fait, le film, c'est plus ou moins les 2 premiers albums plus celui-ci, où en fait, il y a vraiment ce délire où le rabbin rencontre un jeune juif russe ou allemand, donc il parle allemand ou russe. Je crois qu'il parle russe. Et donc lui, son but c'est d'aller trouver le Jérusalem en Afrique, donc en Éthiopie. Et donc le rabbin, un russe, si je dis pas de bêtises, le juif russe et un musulman partent à l'aventure avec un âne et donc le chat. Et donc ils vont explorer différentes contrées, ils vont tomber sur des berbères, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas des musulmans qui sont des nomades. Ils vont tomber sur un petit village d'Afrique, etc. C'est vraiment bien. Ils vont tomber sur un certain reporter belge un petit peu raciste, avec une houppette et un chien blanc, un peu con. J'ai beaucoup aimé le petit crochet du droit à Tintin, et vraiment très bonne BD. Alors je connaissais l'histoire parce que bah, c'est globalement l'histoire du film, même si la fin est très différente, parce qu'il n'y a pas ce côté ça part en cacahuète et il y a une grosse guerre qui va commencer, mais vraiment très très bien. Et bon, il y a aussi le délire avec Zlabia et son mari, où ils s'entendent pas du tout. Ils sont mariés depuis 2 semaines, ils s'entendent déjà plus du tout. Ça va être dur pour la suite. Mais en tout cas, voilà, le Chat du Rabbin, toujours un gros plaisir. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est un putain de tome en fait, parce qu'il fait 80 pages. Il est énorme, alors ça se voit peut-être pas forcément, mais il est très très gros.
et vraiment j'ai pris un gros plaisir à lire ce tome, et bah, vivement la suite. Et on finit comme d'habitude avec Astérix et le tome 13, Astérix et le chaudron. Donc dans cette histoire, c'est une histoire autour de l'argent, de l'impôt, etc. Où en fait un village gaulois qui paye l'impôt à César, ne veut pas payer l'impôt, et dit vous gardez l'argent chez vous, les Romains ils vont venir chez nous, ils vont tout casser, ils vont pas trouver l'argent, ils vont partir broucouille, et nous on viendra récupérer l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Astérix a le trésor disparaît, et Astérix dit bon bah on va vous rembourser, on va parcourir la Gaule jusqu'à Rome pour retrouver le trésor et vous rembourser. Et donc, bon, je me sentais venir le plot twist de fin, qui se voit à des kilomètres. Et une bonne petite histoire autour de l'argent, comment gagner de l'argent, les impôts, etc. Astérix, Obélix qui doivent travailler, on les voit vraiment travailler, pas juste livrer un menhir une fois de temps en temps, ou chasser des sangliers. Là, ils vont vraiment devoir avoir un travail, essayer d'être rémunérés, et comprendre ce que c'est l'argent. Je trouve ça super intéressant. Et alors, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une petite blague qui m'a fait bien rire au début. C'est dit, ouais, les Romains, ils sont venus une fois pour les impôts, on leur a cassé la gueule, ils sont jamais revenus. Et il dit ouais, depuis on n'a plus d'impôt sur le revenu. Et j'ai rigolé à cette blague de merde, mais c'est trop drôle. L'impôt sur le revenu, ils sont pas revenus, enfin, c'est vraiment très très drôle. Il y a plein de petites blagues comme ça qui m'ont fait bien rire. Et je pense que ça c'est le genre de BD où tu le lis, t'as 8 ans, tu comprends pas les blagues pour les impôts sur l'argent. Et là aujourd'hui, mais je m'éclate, c'est très drôle. Alors comme j'ai dit, après l'histoire en elle-même, tu vois venir le plot twist à des kilomètres, mais ça n'empêche pas que c'est intéressant. Alors je serais peut-être allé un peu plus dans le délire l'argent, vraiment les convoitises de l'argent, qu'avec l'argent tu peux payer tout ça. Mais bon, le problème c'est quand tu as des personnages qui sont des demi-dieux, rien ne peut résister. Voilà, genre, comme par exemple, quand ils disent j'adore le passage où ils veulent cambrioler une banque, et que pendant 3 jours ils font un plan, et qu'à la fin ils font alors le plan on va faire ça, 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 ou alors on fonce dans le tas. Oui, on fonce dans le tas. Ils foncent dans le tas. Donc voilà, tu dis ça va peut-être pas servir à grand chose. J'aurais pu juste dire on fonce direct dans le tas, mais bon, c'est un peu, ouais, c'est un petit peu le problème des faits avec Astérix Obélix, c'est que comme ils sont tout puissants, c'est un peu compliqué de leur faire des plans où on leur demande de s'infiltrer ou de réflexion, parce que finalement, bah, ils s'en battent les couilles, ils sont invincibles. C'est bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, en tout cas, un gros plaisir. Et le prochain, c'est en Hispanie, et je suis très curieux de les voir quitter la Gaule pour l'Espagne. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, donc comme je dis, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, etc. Et bah maintenant, je vais vous dire à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!